Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Je vous présente aujourd'hui un original, Frère Jean-Guy. Oui. Jean-Guy Gendron. Tu es d'où? Moi, je suis du Bas-Saint-Laurent. Hein? Je suis né d'un petit village près de Matane qui s'appelle Saint-Ulric. Et graduellement, en avançant dans la vie, j'ai connu la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Et après tout un cheminement, je me suis embarqué là, dans cette communauté-là. Et tu es devenu un professeur, tu me disais? Oui, les premières années, j'ai enseigné d'abord aux îles de la Madeleine. Quand même. J'enseignais surtout la musique. C'est là-dedans que que je m'étais préparé le plus, là. Et puis, à la suite d'une douzaine d'années aux îles de la Madeleine, là, j'ai travaillé au Cégep à Rimouski. On appelait ça le local de vie spirituelle de oui, c'est ça, dans le la temps, 5e saison, qu'on a tout c'est transformé. On a ouvert un café, et puis, quelles belles années avec ces jeunes-là un peu plus âgés, parce que avant je travaillais au secondaire aux îles de la Madeleine, alors là, je me suis ramassé avec des cégepiens, pour ensuite retourner dans une école polyvalente, mais c'est là, graduellement, qu'est né un projet tout à fait, une façon différente d'aider les jeunes. Parle-nous de ce beau projet-là, et comment il a pris naissance, parce que c'est de ça dont on va s'entretenir durant cette émission, le projet Village des Sources. Oui. Pendant que j'enseignais, je faisais beaucoup de camps de fin de semaine avec des groupes de jeunes. Il y a eu un temps, une mode, hein, où beaucoup de jeunes étaient reçus les fins de semaine. Moi-même, j'ai participé à beaucoup de camps de fin de semaine avec les jeunes du monde, etc. Et puis, ici. Je découvrais qu'à travers ces camps-là, parfois les jeunes, dans une fin de semaine, vivaient un cheminement plus grand que toute une année. Une année scolaire. Scolaire uniquement, là. Et puis, c'était rendu que d'autres écoles m'appelaient pour faire des camps, mais à un moment donné, on découvre que c'est trop. T'enseignes à temps plein sur semaine et le vendredi soir, tu pars avec un groupe de jeunes et tu reviens le dimanche après-midi, mais le lendemain, l'école commence. Fait que là, tu étais à temps plein avec des jeunes, mais c'est nourrissant en même temps. C'est très, très nourrissant parce que quand tu viens pour enseigner, si tu enseignes à des jeunes qui ont fait des camps, l'atmosphère n'est pas le même. C'est l'être humain, la personne humaine, oui. Puis là, c'est deux personnes qui se voient, c'est pas le prof puis l'élève. Oui. Et puis, graduellement, un soir, une jeune m'a appelé en me disant « Tu sais pas combien j'ai fait de téléphone pour te rejoindre. Je savais plus où tu étais. Parce que pendant qu'elle était au cégep, elle avait vécu justement un camp de fin de semaine. Et 2 ans après, elle m'appelait pour une seule chose. Elle dit « Je t'appelle pour te dire merci. Parce qu'après mon camp, j'ai tout changé ma façon de vivre. J'ai ramassé mes sous et demain, je commence un cégep dans quelque chose qui va me permettre de réaliser ma vie. » Elle dit « Avant, ma vie, c'était d'être comme je pense que les gens voulaient que je sois. J'étais pas moi-même. » Mais elle dit « Depuis ce camp-là, depuis les changements que j'ai faits, je le sais que ma vie va être belle et elle va être bien remplie. » Et cette jeune-là m'a tellement brassé que pour dormir le soir, il a fallu que j'écrive tout ce qui me passait par la tête. Et dans cet écrit-là, il y avait tout l'aspect, justement, qu'aujourd'hui, les communautés religieuses, d'abord, ont été mises sur pied pour répondre à des urgences. Besoins. Et l'urgence n'était pas tellement dans l'enseignement, mais dans l'éducation aux valeurs, permettre à des jeunes de mieux se connaître pour mieux fonctionner. Et c'est là que, à la suite, ce texte que j'ai écrit de nuit parce que je dormais pas, quelqu'un me dit, donne ça à notre responsable au niveau de la communauté. Et j'ai eu la surprise la semaine suivante qu'il avait envoyé le texte que j'avais écrit à tous les frères en disant, ceux qui pensent de cette façon-là, réunissez-vous et dites-nous quoi faire. Ah, quand même! Et c'est là que, devant cette surprise, plusieurs m'ont appelé, et même une personne, excusez,
une personne qui n'était pas en communauté m'a appelé pour me dire « Je suis tanné de vivre pour payer un char et une maison. Je veux vivre pour aider les gens. Je peux-tu m'embarquer avec vous autres dans le projet que tu parles? » Alors, avec lui et quelques frères et plein d'autres gens intéressés par le projet, au mois de septembre, on a formé une équipe où il fallait chercher un lieu et puis tranquillement de dire c'est quoi qu'on veut vivre, préciser le projet. Vivre et faire vivre. Oui, exactement, exactement. Et c'est là que un jour, quelqu'un me dit, on dirait que tu cherches un endroit. Oui, j'ai dit, je cherche un endroit puis je veux pas être d'un village. Je veux être en pleine nature. Et tout à coup, il me dit, moi, je connais une place. C'était clair pour toi que la nature est importante. Oui. Dès ce moment-là. Dès ce moment-là. OK. Et quand j'ai appelé celle qui s'occupait justement de ce lieu-là où il y avait des maisons abandonnées depuis 20 ans, des maisons qui avaient été construites pour des planteurs d'arbres à la suite d'un incendie dans une région. OK. Alors... le site était déjà prêt? Il était déjà là avec des maisons, mais des maisons qui étaient abandonnées depuis 20 ans parce que les plantations étaient terminées. Mais quand j'ai rencontré cette personne-là, il me dit, si tu m'appelles aujourd'hui, c'est parce que tu sais qu'est-ce que je suis après faire. Ben, j'ai dit, ma pauvre toi, je le sais pas, je te connais pas. Alors... ça et sent, là, elle, ça sent le Saint-Esprit, ça, là. Ça ressemble à ça, hein? Et là, elle me dit, figure-toi qu'on est en réunion avec des gens du ministère des Ressources naturelles, à qui appartient le fonds de terrain. OK. Et on est en train de discuter de ce qu'on doit faire de ces vieilles maisons-là. Si tu es ici dans 1 heure, on t'écoute. Après, il est trop tard. Quand même. Et là, j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est pas un hasard, c'est un rendez-vous que la vie me donne. Et après l'avoir rencontré, après avoir été revoir ces bâtisses-là, pour moi, ça m'apparaissait évident, mais je disais, mes baromètres, les enfants, les jeunes, c'est eux qui doivent voir avant qu'on décide. Et à la suite d'un camp vécu avec des cégepiens, puis des gens du secondaire, ils sont arrivés sur le terrain, ils ressemblaient à des chevreuils qui courent partout en disant « Oui, oui, c'est ici, c'est ici. Et si tu te mets en marche, fais-le nous savoir, on va travailler avec toi, on va venir peinturer, on va venir... » Et là, j'avais ma réponse. Puis tu avais tu avais passé le test. J'avais passé le test. Mais on avait un lieu, mais pas de sous. Pas d'études de marché. De toute façon, si on avait fait une étude de marché... Ça n'aurait pas marché. On serait encore après étudier, hein? Puis on se dirait, c'est impossible que ça se fasse. Oui, c'est ça. Mais on a dit, on se met de l'avant. Et là, j'ai commencé à en parler ici et là, à des organismes, à des particuliers, à des communautés religieuses. Et je disais, pour réaliser ça, je pense que ça va coûter au moins 300 000 rénover les bâtisses. Mais j'étais dans le champ de patates. C'est là l'étude de marché. Hein? 1 an et demi après le début des travaux, on avait dépensé 1,5 million. Seigneur. Sans avoir de dette. Parce qu'on avait eu la sagesse de dire, si on n'a pas les sous, on ne fait pas les travaux. Et le village s'est construit dans l'espace de 2 ans. Mais quand on... sur fin de semaine, on mettait les machineries de côté et on accueillait des jeunes au début dans une maison qui avait l'électricité, mais pas l'eau courante. Il fallait faire fonctionner la toilette avec de l'eau qu'on allait chercher dans le lac. Et c'est comme ça qu'on a commencé nos camps et que des jeunes, par vagues successives, se sont présentés dans ce lieu-là en disant « Je veux vivre quelque chose ». Et là, on a accueilli des jeunes... Je disais, après 25 ans d'animation... Ça fait déjà 25 ans? 25 ans d'animation. On a accueilli 65 000 jeunes. Quand même. Juste dans ce petit coin-là. Oui. Dans le coin de Rimouski, c'est ça? Oui, dans le coin de Rimouski, Sainte-Blandine, le village des sources. Puis même, si des gens ont le goût d'aller voir, vous avez juste à aller sur Internet et cliquer Village des sources. Il y a des belles photos. Et là, vous allez voir un peu ce projet-là qui fonctionne encore de belle façon aujourd'hui. Avant la pandémie.
Parce que durant la pandémie, j'imagine que vous avez dû... La pandémie, les écoles ne pouvaient plus sortir. C'est ça, hein? c'est ça. On disait, non, c'est impossible. Alors, parce que vous vous adressez principalement à des écoles. C'est-à-dire que vous, les gens que vous recevez, c'est une demande du professeur, de la direction, de Exactement. faire vivre une expérience à des à enfants. un groupe de jeunes. Et souvent, les jeunes nous disent, on ne se connaissait pas. Après le camp, ils disent, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on leur permet, d'abord de rire, de jouer. Oui, c'est des jeunes. Mais graduellement, de tomber dans une atmosphère où la confiance étant créée, à ce moment-là, les jeunes se mettent à partager. Si, dans un échange, des fois on a des jeux qui amènent à un échange incroyable, et si les jeunes n'ont pas parlé du rejet dans l'école, de l'intimidation, des fois je dis au groupe, « Hey, vous êtes chanceux. Dans votre école, vous autres, l'intimidation, ça n'existe pas. Dans plusieurs écoles, ça existe, des gens nous en parlent, mais vous... » Et là, tout de suite, tu vois les gens... Ah oui, est-ce que ça existe dans votre classe? OK. Oui. Et là, quand tu demandes, « Hey, levez la main ceux qui ont déjà vécu l'intimidation, qui se sont sentis mis... » Et là, tu vois les mains levées. Et là, je leur dis, aux choses sérieuses. Oui, il y en a toujours. Et là, je leur dis, ceux qui ont déjà vécu ça, dites-moi comment tu te sentais à l'intérieur. Quand même, hein? Et ce que nous disent les jeunes, c'est incroyable. J'avais comme des roches sur les épaules, sur le cœur. Ce qu'ils nous partagent, c'est incroyable. Mais pendant qu'un jeune partage ça, l'autre entend. L'intimidateur, parfois? Oui, celui qui a intimidé et qui, en passant, est très bon aussi. Oui. Mais s'il a intimidé, à quelque part, il y avait une raison. Oui. Et tout à coup, tu vois lever des mains. Moi, je m'excuse. Je t'ai souvent écœuré. Je savais pas que ça te faisait mal de même. Et je veux te dire que je le ferai plus. Et dans ce temps-là, je me dis, wow, des petits miracles qui sont en train de se réaliser. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que vous faites. Oui, et tout simplement, les jeunes, quand ils arrivent, ne savent même pas des fois qu'on va avoir un échange de même. Mais si on a un échange aussi riche, c'est parce que la confiance est là. Et comment vous faites pour établir ce lien de confiance? À travers le jeu, à travers le fait que on va manger ensemble au repas, on va se conter des histoires pour rire, et puis tout à coup... le lien est créé. Le lien est créé. Et quand on avance sur un petit peu plus loin dans la vie, tout à coup, plus sérieux, ça devient tellement facile. Alors là, le jeune partage et graduellement... il creuse aussi, oui, hein? il creuse. Et je vais peut-être vous surprendre, mais à travers toutes les expériences de tous les camps, peu importe l'âge, au début, on ne le faisait pas, mais on a découvert qu'il fallait aller jusque-là. L'expérience qui les marque le plus, c'est quand, à un moment donné, à travers une marche en forêt, on arrête et on dit aux jeunes, « Voulez-vous, on va prendre un moment de silence. On va écouter la nature. On va la regarder. On va écouter ce qui se passe là pendant qu'on est en silence. » Et souvent, ce sont ces moments de silence, quand les jeunes, avant de quitter, on leur demande, « Écrivez-nous ce que vous avez vécu. » C'est de ça qu'ils vont nous parler le plus. En quels termes? C'est incroyable ce qu'ils nous disent. Une jeune qui était, on en parlera plus tard, dans une chorale qu'on appelle Chanter la vie, elle avait 10 ans. Elle a dit, en terminant son camp, elle a écrit, elle dit, pendant mon silence, les oiseaux chantaient, les écureuils riaient, les arbres grinchaient. Elle dit, on aurait dit, Chanter la vie, version forestière. Quand tu vois une jeune de 10 ans dire ça, une jeune de 11 ans qui... C'est poétique. C'est très poétique. Une jeune de 11 ans qui écrit, ordinairement, on dit que la nature est silencieuse. Mais quand on prend le temps de s'arrêter et de l'écouter, c'est le plus grand orchestre du monde. Oh, que c'est beau. Moi, quand je lis ça, je me dis, quelle expérience. Tu sais, une jeune de 14 ans,
Elle dit, pendant mon silence, j'observais un arbre et son reflet dans l'eau. Elle dit, c'était pas pareil. Ah oui. C'était flou. Oui. Ça me fait penser que ça m'arrive trop souvent de flouter ma vie. Oh. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, quelle inspiration. Combien de fois l'image qu'on montre de nous est floue. Pourquoi? Parce que on a un peu peur de ce que l'autre va penser si je montre mon vrai moi. Surtout à ces âges-là. Oui, oui. Où on ne sait pas trop comment on va être accueilli quand on se révèle. Puis on pense que tout le monde est comme nous. Oui. Parfois, on pense que personne n'est comme nous. Puis parfois, on pense que le monde entier est contre nous. Voilà. C'est les étapes qu'ils sont après vivre. Oui. Et tout à coup, dans ce silence-là, ils découvrent une facette d'eux-mêmes qui les surprend. Ils sont eux-mêmes surpris de leur réaction. Après chaque groupe qui vient au camp, on va voir les jeunes dans leur classe. À peu près 3 semaines, 1 mois après. OK, vous retournez, mais dans leur milieu à eux. Dans leur milieu. OK. On va leur lire ce qu'ils ont écrit, sans dire qui l'a écrit. OK, OK. Et puis, j'ai vu des professeurs, parfois, pendant qu'ils entendaient ça, j'ai vu des professeurs partir à pleurer. En disant, Ils ont découvert leurs étudiants. Oui. Puis on dit, hey, on vous fait faire des compositions. Comment ça que vous écrivez si bien que ça? C'est ça. J'ai jamais entendu un langage. Oui. Ces jeunes-là étaient dans une atmosphère. C'est ça. Ils étaient descendus en eux. Tu sais, comme la jeune qui avait écrit à 10 ans, en terminant son camp, elle dit, je me sens comme quand j'épluche un oignon. J'ai enlevé une couche de peine, j'ai enlevé une couche de blessure, et soudainement, quand j'ai vu mon cœur, je me suis mise à pleurer. Bien, cet enfant-là, cette jeune de 10 ans, elle venait de découvrir comment elle est belle, comment son cœur est grand. C'est ça le processus. Hein? Mais quels sont vos outils d'animation? Je dirais le premier outil d'animation, c'est la nature. Quand même. C'est la plus grande cathédrale au monde, la nature. Puis vous vous en servez à plein. Ah! Quand un jeune arrive, la première chose, on va d'abord marcher, avant même qu'il se soit parlé. Les jeunes ils veulent tellement découvrir, tout voir. Mais un peu plus tard, dans le camp, quand on retourne dans la nature, avant, on prend le temps, prenez conscience. Essayez de découvrir tous les trésors que la nature comprend. Même des tout petits, des fois. Tu sais, quand je vois une petite fille d'à peine 7-8 ans m'arriver avec une petite roche, elle dit « Regarde, Jean-Guy, j'ai trouvé un bébé roche. » Tu sais, moi, quand j'entends ça, je suis émerveillé, puis je me dis « Regarde, elle voit la beauté même d'une petite roche. » C'est charmant. Il y a tellement d'exemples avec la nature qui fait que les jeunes... As-tu l'impression que très peu de jeunes ont l'occasion, ces jours-ci, ces années-ci, de vraiment aller dans un endroit naturel, de forêt naturelle, un bord de lac, un bord de rivière, marcher un sentier ou pas de sentier dans un boisé? Il y a peu de jeunes, il y a de moins en moins de jeunes, même dans nos régions bois-francs, nous on est dans la région des bois-francs, qui ont accès ou attrait pour la nature, pour un bord de rivière, un marché dans la forêt. Plusieurs n'ont pas cette expérience. C'est simplement d'entrer en forêt. Même des fois, ils ont peur d'aller en forêt. Ah oui? Parce qu'on a vu des contes, des légendes, des loups-garous, et tout à coup, ils se disent, mais s'ils pénètrent la nature, s'ils la voient, ils découvrent toute une facette. Et veux pas, quand tu vois la nature, tu es un des éléments qui fait partie de la nature. Oui, et le jeune ne peut pas faire autrement que de se découvrir lui-même en découvrant. Quand tu vois un arbre blessé, on a un gros arbre, un gros cèdre qui est tout penché, et tout à coup, qui fait un croche de même, puis un croche de même. Je leur dis, est-ce que vous le trouvez beau? Ah, mais c'est le plus beau. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Et là, j'ai dit, voyez-vous, il y a un grand arbre qui était malade, et quand il a tombé sur cet arbre-là qui était plus petit, il l'a complètement plié comme ça.
Il est resté pris là pendant des années. Pendant qu'il était pris là, la tête a continué, s'est changée de bord pour monter vers le soleil. L'arbre cherche toujours la clarté, la lumière. C'est ça. Mais pendant que le vieil arbre a pourri et a tombé, cet arbre-là a hérité de cette forme-là. Et vous dites que c'est le plus beau. Ben pourquoi pour nous, quand quelqu'un nous tombe dessus, quand on vit des épreuves, est-ce que c'est pas vrai que nous aussi, même la souffrance nous forge, nous fait découvrir souvent même notre bonté? Parce que notre pédagogie, elle n'est pas basée sur les gens qui sont méchants. Elle est basée sur la bonté de tout être humain. Je le dis aux jeunes, on est tous des gens bons. Alors là, ils se mettent à rire. On est des gens bons, oui. Oui. Toute personne est bonne. Ils disent, va dans les prisons, tu vas voir. Je suis allé souvent. Quoi, t'es allé en prison? Oui. Je suis allé souvent visiter des prisonniers. Et j'ai pas encore trouvé un prisonnier méchant. Mais j'ai trouvé des gens blessés qui ont blessé. Ah oui, c'est ça. Si on pouvait creuser puis d'aller voir, et même la nature nous parle de ça. Alors, que c'est précieux. Chaque être humain est bon. Et même des fois, des jeunes me disent, non, moi je suis pas bon, je suis méchant. J'ai tellement blessé. OK. Si on pouvait aller comprendre qu'est-ce qui fait que tu as blessé, tu verrais. Tu sais, un petit enfant qui naît, là, quand tu le regardes, il n'y a personne qui va dire, lui, il est méchant. Ça se peut pas. C'est ça. Oui. Mais pendant qu'on grandit, il y a des événements, il y a des rencontres, il y a des personnes. Ils vont entendre des gros mots autour d'eux. Et tout à coup, le cœur, ben, les pelures d'oignon. Le cœur va se recouvrir, pas parce qu'il est méchant. Protection. Il va se protéger. Et tout à coup, à un moment donné, tu ne sais plus qui tu es. Mais d'arriver à comprendre ça, comment les jeunes, c'est un trésor qu'ils découvrent. Frère Jean-Guy, il y a beaucoup d'adultes, de grands-parents qui nous écoutent, qui savent vraiment pas, qui t'écoutent certainement en ce moment, puis qui se disent, mais si je pouvais vivre ça avec mon petit-fils, ma petite-fille, y a-t-il moyen, comme grands-parents, de faire vivre un camp à nos enfants? Moi, j'ai plutôt envie de souffler la réponse. Pourquoi on n'irait pas, nous, comme grands-parents, en forêt avec nos petits-enfants? Les grands-parents, les parents, tous les âges. Tu sais, au camp Beau Séjour où je suis actuellement, juste depuis un an, mais eux vivent des camps familles depuis des années. Ça existe, des camps avec des familles. Et souvent, je voudrais pas que les familles disent non, ben nous, on peut pas, ça va être trop cher. Appelez, on va trouver des donateurs s'il faut pour vous aider à défrayer votre camp. Mais les camps où on prend du temps en famille pour aller se baigner, aller faire du canot, du pédalo, du ponton, faire un petit feu le soir pour se parler. Il y a même de l'autre bord du lac une de ces belles montagnes qu'on escalade parfois. Escalader ensemble, aller voir, et quand tu arrives en haut, c'est l'exaltation devant une nature qui est si belle. On s'en éloigne pour la voir grande, mais quand on peut la voir aussi dans tout ce qu'il y a de minime. Mais que ça fait du bien de se donner du temps en pleine nature. Et on n'y pense pas, hein? On n'a pas l'impression qu'on donne du temps de qualité à nos enfants de cette façon-là quand on est simplement dans la nature. Oui. Puis là, j'entends le mot silence. On peut même être en silence avec nos jeunes, nos enfants, être présent. Leur proposer des jeux insignifiants comme lancer des roches dans l'eau, comme trouver la petite roche qui donne du sens. Quand je me promène en ponton, je leur fais vivre une thématique qu'on a développée, l'écologique. Quand on parle d'écologique, on parle de la nature. Mais si tu divises le mot en deux, la logique de l'écho. Si tu cries à la montagne en face, t'es con, la montagne va te répondre, t'es con. Si tu cries « t'es bon », elle va répondre « t'es bon ». Comme dans la vie. Plus tu t'habitues à dire des belles choses aux gens, plus c'est logique que les gens t'en disent des belles. Que c'est beau. Et l'inverse aussi. Mais plus j'avançais dans ce thème-là, à un moment donné, je suis allé jusqu'à me dire « ouais,
Ça fonctionne avec les humains, mais avec Dieu. À un moment donné, j'ai dit, Dieu m'aime, c'est logique. J'aime Dieu, il m'aime, c'est logique. J'aime pas Dieu, il m'aime pareil. La logique est brisée. Et c'est pareil dans la vie. Si quelqu'un te dit une parole blessante, tu n'es pas obligé de faire l'écho logique de la violence. Tu peux essayer de comprendre pourquoi il te le dit, et tout à coup, tu viens de briser la logique de la violence en disant une parole plus sympathique. Alors, c'est encore la nature, hein? Des thèmes comme ça. Quand ça nous est venu, ces idées-là, je me disais, wow, encore la nature qui me parle, qui vient me dire, regarde, tu as des réponses ici, là, tu as des... oui. Frère Jean-Guy, on est déjà sur le point de terminer cette première émission, mais je t'invite pour la prochaine où on discutera, tu as parlé de chanter la vie, après avoir mis la table, je dirais, on va explorer ce qui est devenu au fil du temps le village des sources. Oui, puis tous les autres villages qui sont nés par la suite. Alors, on pourra parler de ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer avec toi, continuer de creuser pour aller peut-être jusqu'à la source. Oui, et si, je ne sais pas si on a le temps, mais je peux dire que... 10 secondes. Oui, je peux dire qu'on a publié une année un petit calendrier, 366 pages. Chaque page, c'est une photo de jeune, de nature, avec une parole qu'un jeune a écrite avec son âge. C'est un vrai petit bijou qui nous fait découvrir notre intérieur, oui. C'est un des fruits du village des sources. Oui. Merci d'avoir été là pour nous le faire connaître. Déjà, l'appel de la nature me prend. Je pense que je vais aller sur ma terrasse après l'émission. Tu pourras même venir au village. C'est la grâce que je vous souhaite aussi. Bonne fin de journée. À la prochaine.